Le président français a nommé ce lundi la ministre du Travail Elisabeth Borne comme nouvelle première ministre en remplacement de Jean Castex. Après des semaines de résistance, plus de 260 combattants ukrainiens, dont 53 blessés, ont été évacués lundi de la Syrie Azovstal à Mariupol. La Turquie veut jouer les troubles fêtes et risque fort de s'opposer aux demandes d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède. Elisabeth Borne est la nouvelle première ministre française. Celle qui était jusqu'à présent ministre du Travail a été nommée ce lundi par Emmanuel Macron, 3 semaines après sa réélection comme président de la République. C'est elle qui aura donc la charge de former un nouveau gouvernement qui devrait être annoncé dans le courant de la semaine. Sur ces images tournées lundi en fin de journée, on voit Elisabeth Borne à son arrivée à l'hôtel de Matignon, la résidence des premiers ministres, où elle a été reçue par son prédécesseur Jean Castex pour la passation de pouvoir. Elle est la deuxième première ministre de l'histoire de la Ve République. Lors de sa première prise de parole suite à sa nomination, elle a appelé à agir plus vite et plus fort face aux défis climatiques et écologiques. Mais pour Greenpeace France, Elisabeth Borne, qui a notamment été ministre de la transition écologique sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, n'a pas brillé par des positions fortes et ambitieuses sur l'écologie. Toujours selon l'ONG de protection de l'environnement, sa nomination n'augure donc guère d'espoir de voir la France opérer sa transition écologique comme l'urgence climatique l'y oblige pourtant. Venue de la gauche, Elisabeth Borne aura notamment la charge de mener la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Son maintien au poste de première ministre dépendra avant tout des résultats des législatives prévues le mois prochain. L'opposition de gauche réunie sous la bannière de la nouvelle Union populaire écologique et sociale espère en effet obtenir une majorité de députés à l'Assemblée pour imposer une cohabitation au chef de l'État. Après des semaines de résistance acharnée, c'est la fin de mission pour ces soldats ukrainiens qui quittent dans ces bus la ville de Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine. Plus de 260 combattants ukrainiens, dont 53 blessés, ont été évacués lundi de la Syrie Azovstal, dernier bastion de résistance de cette ville portuaire, désormais contrôlée par la Russie. Selon le ministère ukrainien de la Défense, ils sont transportés en territoire contrôlé par les forces russes dans l'est du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part dit dans une vidéo que l'essentiel était de sauver la vie des soldats. Je veux le souligner, l'Ukraine a besoin de ses héros vivants, c'est notre principe, a déclaré le dirigeant ukrainien. Selon les autorités ukrainiennes, les soldats évacués devraient être rapatriés en territoire contrôlé par Kiev dans le cadre d'une procédure d'échange. De nombreux civils et soldats s'étaient retranchés dans cette immense usine après avoir subi pendant plus d'un mois le siège de Mariupol, port stratégique attaqué par l'armée russe dès le début de la guerre et aujourd'hui totalement ravagé. Pendant ce temps, dans le nord-est du pays, les Ukrainiens ont repris le contrôle d'une partie de la frontière dans la région de Kharkiv. Kiev s'attend désormais à ce que les unités désengagées de la région aillent renforcer les troupes russes dans le Donbass, où l'offensive s'est intensifiée. À Severodonetsk, l'une des villes les plus importantes du Donbass encore sous contrôle ukrainien, les bombardements russes de ce lundi ont fait au moins 10 morts, selon le gouverneur de la ville. La Turquie durcit le ton face aux demandes d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Alors que Stockholm et Helsinki ont officialisé leur candidature, le président turc a dit clairement ce qu'il pensait des deux pays nordiques. Comment allons-nous leur faire confiance? La Suède est la pépinière des organisations terroristes. Nous ne céderons pas. Recep Tayyip Erdogan a bien compris que dans ce dossier de nouvelles adhésions à l'OTAN qui se font à l'unanimité des membres, il dispose d'un vrai pouvoir de nuisance. Les Suédois et les Finlandais devront bientôt venir en Turquie pour voir comment la question peut être résolue. Mais ils vont venir pour nous convaincre qu'ils ne se fatiguent pas. Aucune des 33 demandes d'extradition envoyées par Ankara n'a reçu de réponse positive de la part de Stockholm ni de Helsinki au cours des 5 dernières années, si l'on en croit le ministère turc de la Justice. Toujours pas de fumée blanche à Bruxelles pour un nouveau train de sanctions contre la Russie. La Hongrie bloque toujours la proposition d'un embargo sur le pétrole russe.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ne sont pas parvenus à surmonter les réticences hongroises. Budapest demande des moyens supplémentaires pour garantir la construction de nouvelles infrastructures énergétiques. La Commission européenne a provoqué le problème avec sa proposition. Il est légitime pour la Hongrie et le peuple hongrois de trouver une solution pour financer les investissements et pour compenser ou prévenir les augmentations de prix. Cela va nécessiter une modernisation complète du dispositif énergétique hongrois, évalué entre 15 et 18 milliards d'euros. Pour le ministre lituanien des Affaires étrangères, il faut trouver une solution car il n'est pas admissible qu'un État membre puisse bloquer la décision de l'ensemble de l'Union. Malheureusement, l'ensemble de l'Union européenne est pris en otage par un État membre qui ne peut pas nous aider à trouver un consensus. Selon le chef de la diplomatie européenne, les discussions avec Budapest sont désormais techniques afin d'évaluer les moyens nécessaires et le calendrier des efforts à fournir. Mais Josep Borrell assure qu'il y a une compréhension commune de l'objectif. Une chose est claire pour tout le monde au Conseil. Dans l'Union européenne, nous devons nous débarrasser du pétrole et du gaz qui viennent de Russie. Nous devons nous débarrasser de notre grande dépendance qui nous rend très vulnérables. La République tchèque, la Bulgarie et la Slovaquie dépendent aussi fortement des hydrocarbures russes. Les trois capitales demandent à la Commission européenne de pouvoir continuer à importer des énergies fossiles venues de Russie au-delà de 2024. Mais si la Hongrie accepte le compromis, alors les trois pays membres valideront l'accord. L'Union européenne et les États-Unis veulent renforcer les chaînes mondiales d'approvisionnement afin de faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. La production et l'accès à des composants clés sont perturbés avec, pour conséquence, une augmentation du coût de la vie de part et d'autre de l'Atlantique. Européens et Américains ont voulu afficher un front commun lundi à Paris à l'occasion du deuxième Conseil du commerce et des technologies. Il est clair que l'agression russe contre l'Ukraine a provoqué des perturbations majeures. Cela concerne de nombreux biens aux frontières, cela concerne avant tout l'énergie, un point sur lequel nous avons une coopération tangible. L'accès aux semi-conducteurs, un composant essentiel à de nombreux produits électroniques, symbolise ces difficultés. Les 27 et Washington veulent développer un système d'alerte pour identifier le plus rapidement possible les perturbations mondiales en matière de microprocesseurs. L'autre objectif est de limiter l'accès de la Russie aux technologies de pointe. Nous avons été capables de nous rassembler immédiatement et de frapper la Russie avec un contrôle extrême des exportations et de les couper de toutes les technologies avancées dont ils ont besoin pour leur opération militaire. La Russie n'est pas le seul pays dans cette ligne de mire. Cet effort transatlantique vise aussi la Chine, l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs. L'Union et les États-Unis se sont entendus pour élargir leur chaîne d'approvisionnement aux terres rares nécessaires à la conception des microprocesseurs. Le compte à rebours est lancé. À partir de ce mardi, le 75e Festival de Cannes ouvre ses portes aux amoureux du cinéma. Stars, cinéphiles, professionnels, plus de 35 000 personnes sont attendues dans la cité balnéaire jusqu'au 28 mai. Commerçants et restaurateurs, eux aussi, se tiennent prêts. On a doublé nos employés pour le festival. Alors on espère que ça va marcher, mais de toute façon on est en plein début de festivité et puis c'est le début de l'été aussi, donc c'est sûr on rembauche. Côté compétition, 21 films sont en lice pour décrocher la Palme d'Or. Cette année, ni passe ni masque ne seront imposés aux festivaliers. En 2022, ce n'est plus le Covid qui s'invite à l'agenda, mais la guerre en Ukraine. Quelques semaines après l'offensive, les délégations officielles russes avaient été bannies par le festival.